Nous informons dans un premier temps de l'enregistrement audio et vidéo de ce webinaire. Pour une meilleure qualité de bande passante, vos caméras et micros sont coupés. Seules les questions écrites sont disponibles par le chat. Donc, pour accéder au chat, vous aurez un onglet questions-réponses qui est accessible en bas de votre écran au centre. Durant le webinaire, des temps seront dédiés à vos questions. Pour améliorer votre confort de visionnage, cliquez sur l'onglet affiché en haut à droite de votre écran. Vous pouvez ainsi choisir entre vue galerie ou intervenant pour disposer en plein écran des dispositifs de présentation. Un sondage vous sera proposé lors de la première intervention. Il arrivera directement en plein écran avec une utilisation très aisée puisque vous n'aurez qu'à cliquer sur la réponse choisie. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. Bonjour, je suis Jean-François Degène, l'élu de la municipalité d'Annecy, en charge des relations internationales. Depuis le 5 mai et jusqu'au 31 mai, Annecy fête l'Europe au travers d'un programme varié d'expositions, de visio-témoignages de jeunes et de 5 webinaires sur des thèmes européens, dont 3 à l'initiative de Grenoble et Chambéry, nos villes partenaires au sein du label Europe Direct, réseau territorial national d'information sur l'Europe, patronné par la Commission européenne, qu'Annecy vient de rejoindre en tant que partenaire associé. D'où le logo Europe Direct Isère-Savoie que vous voyez apparaître en bas des slides du diaporama qui accompagne les propos des intervenants. Pour ce webinaire conclusif d'Annecy fête l'Europe, nous avons souhaité aborder un sujet qui n'est pas transparent aux yeux du grand public, celui de l'impulsion donnée par l'Union européenne au développement et à l'équilibre de nos territoires. Pour le citoyen de base, en effet, l'Europe, réduite au qualificatif péjoratif de Bruxelles, est trop souvent, hélas, caricaturée sous les traits d'une bureaucratie supranationale, tentaculaire, voire totalitaire, imposant au sujet des États membres un maquis kafkaïen de règlements et de contraintes. Dans un précédent webinaire consacré à un décodage de l'Europe, nous sommes efforcés de déconstruire cette légende noire d'une Europe fait carabosse. Et toujours en réponse aux détracteurs de l'Europe, nous voudrions aborder aujourd'hui une autre face qui est celui de l'Europe bonne fée, si je puis dire. Car on l'oublie trop souvent, l'Europe est par essence une structure redistributive. 94% des 169 milliards d'euros du budget annuel de l'Union sont en effet rétrocédés aux pays membres pour financer des projets et des programmes destinés aux agriculteurs, aux chercheurs, aux étudiants, aux entreprises, aux villes et aux régions de toute l'Union européenne. Les bienfaits de ce ruissellement se font sentir ici même en Haute-Savoie, à petite échelle, et ont au final un impact sur notre vie quotidienne. L'objet de ce webinaire est d'en donner ce soir quelques exemples, aussi pour mesurer cet impact dans 3 domaines, celui de l'économie, de l'éducation et la protection de l'environnement alpin. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants que je présenterai au fur et à mesure dans l'ordre de leurs interventions. Tout d'abord, Émilie Dissart du Conseil départemental de Haute-Savoie, Laurence Vignolet de l'Université Savoie-Mont-Blanc et Christian Schweurer du Conservatoire d'Espaces Naturels 74. Madame Dissart, vous êtes responsable adjointe en charge des relations franco-suisses au service Europe transfrontalier enseignement supérieur innovation du département 74. Ce service, comme l'indique son intitulé, veille aux relations transfrontalières du département avec la Suisse et l'Italie, mais il est aussi plus particulièrement en charge du suivi et de l'animation des fonds européens auprès des acteurs du territoire. Pour camper ce décor, Madame Dissart, vous allez donc nous proposer un aperçu des différents programmes européens qui sont mobilisés
par le territoire au Savoyard, et ensuite avec un zoom un peu plus pointu sur 6 projets qui impliquent des acteurs du bassin annécien. Vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Je souhaite tout d'abord remercier la ville d'Annecy et Monsieur Desgènes pour l'organisation de ce webinaire dans le cadre d'Annecy Fête l'Europe, et puis l'invitation qui a été faite au département de la Haute-Savoie donc de participer à ces webinaires. Comme vous l'aviez dit, Monsieur Desgènes, il est important de parler d'Europe et puis de pouvoir surtout illustrer son action au quotidien. Et donc c'est pour ça que voilà, je suis très ravie de pouvoir participer à cet échange. Comme vous l'avez indiqué, donc je représente le service Europe transfrontalier enseignement supérieur innovation du département de la Haute-Savoie qui vise à mettre en œuvre notamment la politique transfrontalière et européenne du département. Mon intervention s'articulera autour de 3 temps avec d'abord une présentation générale des programmes européens, puis un focus sur leur déclinaison en Haute-Savoie et puis on fera donc pour finaliser mon intervention un panorama des projets qui ont été cofinancés par l'Europe sur le territoire annécien et qui nous permettront de mettre en avant la diversité du soutien de l'Union européenne pour les territoires. Et puis nous finirons aussi par un petit temps d'échange, donc comme l'indiquait Madame Leroy, vous pourrez indiquer pendant mon intervention dans le chat si vous avez des questions auxquelles je répondrai avec plaisir en fin d'intervention. Alors pour commencer, je vous propose de répondre à un petit sondage donc pour savoir si vous avez connaissance de projets européens qui ont été soutenus par l'Union européenne sur votre territoire. Et si oui, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat les projets européens que vous connaissez, par exemple, ou vous avez connu, alors peu importe hein, en quelle année c'était récent ou plus ancien, ça serait intéressant d'avoir une petite vision si vous êtes familier ou pas des projets européens sur votre territoire. Donc je vous laisse répondre au sondage. Encore 3 personnes peuvent voter sur les 11 personnes. Alors je vois dans le chat que quelqu'un cite le projet Naturopolis, donc on aura l'occasion de le présenter justement dans les 6 projets que je vous détaillerai par la suite. Voilà, nous allons mettre fin au sondage. Alors donc on voit dans le résultat, donc merci pour la participation, que 25% d'entre vous ont connaissance de projets européens, donc notamment Naturopolis qui est testé dans le chat, et que 75% n'ont pas connaissance de projets qui sont soutenus par l'Union européenne. Donc je pense que ce webinaire vous permettra justement d'avoir une vision plus concrète peut-être de l'action de l'Europe sur notre territoire et puis peut-être des projets que vous connaissez hein, sur le territoire que vous ne savez pas qui sont financés par l'Union européenne. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Alors Anne-Sophie, vous pouvez passer sur la première slide s'il vous plaît. Merci. Donc tout d'abord un petit cadrage un petit peu général pédagogique pour savoir qu'est-ce qu'un programme européen. Donc les programmes européens, ce sont des outils financiers au service des politiques européennes. Donc conformément aux différents traités européens, l'Union européenne définit des politiques communes dans un certain nombre de domaines, comme par exemple la recherche, l'innovation, l'éducation, l'environnement, l'agriculture par exemple. Et pour mettre en place ces politiques communes, elle définit des différents outils financiers que nous nommons les programmes européens et qui visent à soutenir des projets permettant d'atteindre les différents objectifs que se fixent les 27 États membres dans le cadre de ces politiques communes. Ces politiques européennes, elles sont financées au niveau européen grâce aux ressources du budget de l'Union européenne et elles sont définies pour une période de 7 ans selon le principe de pluriannualité qui est celui du cadre financier de l'Union européenne. Donc on parle de programmes européens sur 7 ans. Donc vous aviez les programmes 2007-2013 par exemple, ensuite les programmes 2014-2020, et aujourd'hui on est à une période charnière où on finalise les programmes 2014-2020 et s'ouvre les programmes 2021-2027. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur les montants financiers qui sont mobilisés dans le cadre des politiques européennes,
Pour les programmes 2021-2027, le budget européen qui a été voté s'élève à 1800 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est une somme quand même phénoménale qui permet de soutenir des actions communes. Dans le cadre des programmes européens, vous avez des programmes dits sectoriels, donc qui sont des programmes, on va dire, qui sont là pour soutenir des politiques thématiques sur l'environnement, sur l'éducation, la recherche, l'innovation. On va faire un petit focus sur le programme Erasmus+, qui vise à soutenir la politique éducation, formation et jeunesse de l'Union européenne. Le montant alloué à ce programme dans le cadre du prochain budget européen 2021-2027 a été fixé à 26 milliards d'euros. Et vous connaissez évidemment tous ce programme principalement pour ses échanges universitaires avec les fameuses bourses Erasmus qui favorisent la mobilité des étudiants. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en France, près d'un étudiant sur deux qui quitte l'Hexagone pour faire ses études à l'étranger bénéficie d'un financement Erasmus qui fait de la France le premier pays européen en termes d'apprenants qui participent à ce programme de mobilité. Donc c'est particulièrement intéressant de le souligner. Mais ce qu'il faut mettre aussi en avant, c'est que ce programme finance d'autres initiatives. Par exemple, il offre la possibilité de développer des partenariats et des réseaux pour la coopération entre les acteurs de l'éducation. Et entre 2014 et 2020, on a eu par exemple 500 000 établissements de formation en France qui ont été soutenus dans ce cadre. Alors je laisserai après Laurence Vignolet vous présenter un projet plus concret qui a été soutenu dans le cadre de ce programme. Il y a également donc, d'autres programmes, vous connaissez tous la politique agricole commune. Il y a des programmes aussi qui sont liés à l'environnement, au climat, la recherche, l'innovation et à d'autres politiques. Pour des programmes thématiques. Et puis vous avez des programmes qui sont plus des programmes dits territoriaux qui s'articulent dans le cadre de la politique de cohésion. Donc la politique de cohésion, c'est une politique économique, sociale et territoriale de l'Union européenne qui vise à faire face aux inégalités régionales en réduisant les écarts de richesse entre les citoyens, entre les régions et entre les États membres. Sur la période 2021-2027, une enveloppe de 330 milliards d'euros est prévue pour cette politique, ce qui fait de cette politique le second poste de financement après la politique agricole commune du budget de l'Union européenne. Et cette politique, elle se décline en différents fonds, dont les plus connus sont le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui finance principalement des projets en termes d'innovation, de recherche, de numérique, d'économie et également des projets de coopération transfrontalière via les programmes Interreg. Et puis vous avez également le Fonds social européen qui est aussi assez connu en France, qui soutient des projets liés à l'emploi, la formation et l'inclusion sociale par exemple. Donc sur la petite frise en bas, vous voyez, je vous ai expliqué que les programmes européens étaient définis sur 7 ans. Qu'aujourd'hui on était à une période un peu charnière parce qu'on se trouve entre deux programmations européennes et en plus on a, compte tenu de la crise sanitaire, une enveloppe supplémentaire qui a été allouée dans le cadre de la définition d'un plan de relance européen qui est vraiment une nouveauté. C'est la première fois que l'Union européenne lance un plan comme celui-ci. Donc il a été lancé le 21 juillet 2020. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont accordés autour de ce plan de relance exceptionnel et l'ont doté de 750 milliards d'euros. Et l'objectif de ce plan, c'est de réparer les dommages économiques et sociaux causés par la pandémie de la Covid-19. Vous avez notamment plusieurs outils financiers dans ce contexte-là, dont l'outil de la facilité pour la reprise et la résilience, qui vient, par exemple, cofinancer le plan de relance national français qui s'appelle le plan France Relance. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu aussi la période particulière que nous vivons en termes de programmes européens et à l'échelle européenne avec aussi la crise de la Covid. On peut passer à la slide suivante pour faire un focus justement sur le territoire de la Haute-Savoie. Après donc vous avoir un petit peu dressé le cadre général, je vous propose donc de voir un petit peu qu'est-ce qui est fait en Haute-Savoie. Donc tout d'abord, il faut savoir que le territoire de la Haute-Savoie est éligible à une pluralité de programmes européens, que ce soit, comme je vous l'expliquais, des programmes sectoriels tels que Erasmus+, ou alors des programmes de la politique de cohésion, tels que les programmes, par exemple, FEDER régional en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les programmes Interreg qui visent à financer des projets de coopération transfrontaliers, puisque la Haute-Savoie étant frontalière avec deux pays, la Suisse et l'Italie, elle est de fait éligible au programme Interreg France-Suisse et Interreg Alcotra France-Italie.
Il faut savoir que sur 2014-2020, environ 86 millions d'euros de fonds européens ont été mobilisés pour le territoire, pour les acteurs de la Haute-Savoie. Donc c'est un effet levier considérable et ce sont des montants voilà, plus qu'importants qui ont permis aussi de soutenir et de développer des démarches innovantes. Le département de la Haute-Savoie, donc, que je représente ce soir, est un acteur clé des programmes européens, puisqu'en effet il est situé à un carrefour stratégique et il partage ses frontières avec deux pays, la Suisse et l'Italie. Et donc il a fait le choix de mettre en œuvre une politique européenne et transfrontalière dynamique. Dans le cadre de sa politique européenne et au titre des programmes européens, il a notamment un rôle dans la comitologie des instances décisionnelles des programmes européens. Le département il est également porteur de projets européens et cofinanceur de projets qui s'inscrivent dans ces politiques départementales. Il a aussi un rôle important en termes d'animation et d'information à la fois en interne et aussi sur le territoire pour faire en sorte que les acteurs de notre territoire, associations, entreprises, universités, puissent mobiliser au mieux les fonds européens. Et puis, le département étant chef de l'action sociale, il gère une enveloppe dans le cadre du Fonds social européen qu'on nomme la subvention globale de près de 6 millions d'euros sur la période 2014-2020 pour soutenir des projets d'insertion sur son territoire. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu globalement un cadre assez général pour que vous ayez en tête le contexte. Et maintenant, je vous propose de passer un petit peu dans le concret avec la présentation donc, de 6 projets qui ont été financés par l'Union européenne entre 2014 et 2020 sur le territoire d'Annecy. Et vous allez voir, c'est des projets très différents dans des thématiques vraiment diverses et variées sur des frontières, soit sur la frontière franco-suisse, soit sur la frontière franco-italienne. Donc l'idée, c'est que vous ayez bien en tête, que vous ayez en tout cas une visibilité de ce que peut financer l'Europe au quotidien et puis peut-être voir si c'est des projets dont vous avez entendu parler d'une façon ou d'une autre. Le premier projet que je voulais vous présenter, c'est le projet Autonomie 2020. Qui est un projet donc, que le département de la Haute-Savoie pilotait au titre de sa politique gérontologique, en lien avec l'Institut de hautes écoles de la santé de la source à Lausanne, qui est une école d'infirmières à Lausanne. Et sur le territoire, il a fait ce projet avec le centre hospitalier Annecy-Genevois, donc le Change, et l'association TESAM Mécatronique Management notamment. Ce projet, donc, qui s'est déroulé de mars 2016 à juin 2019, il s'était donné pour ambition d'apporter une réponse transfrontalière et innovante à l'enjeu sociétal majeur qu'est le vieillissement à domicile des personnes âgées, dans l'objectif d'améliorer leur qualité de vie et de pouvoir avoir un regard croisé entre les acteurs institutionnels, médicaux, académiques, économiques et également avec les usagers que sont les personnes âgées. Ce projet il a permis d'identifier des nouveaux services pour les personnes âgées, donc des outils de gérontechnologie, afin de maintenir leur autonomie. Il visait tout d'abord à approfondir les connaissances sur cette technologie via une analyse des besoins des usagers et des professionnels de la santé, notamment de comprendre les freins à l'utilisation de ces gérontechnologies. Ensuite, il a permis d'expérimenter certaines technologies pour justement tester en grandeur nature certains dispositifs pour comprendre aussi les fonctionnements. Par exemple, au niveau de la Haute-Savoie, un drap lumineux a été mis en place pour éviter les chutes des personnes âgées et puis détecter quand il y avait une chute pour pouvoir appeler notamment les secours. Enfin, il y a notamment des actions de formation qui ont été mises en place pour aider les professionnels de la santé à accompagner les personnes âgées pour l'usage des gérontechnologies. Et puis, une démarche de Living Lab entre Lausanne et Annecy a été mise en place autour des questions de maintien d'aide à domicile. Donc à Annecy, vous avez certainement entendu parler qu'au Change, un Living Lab sur les questions justement de gérontechnologie a été développé, notamment pour permettre aux usagers de venir tester les différentes possibilités technologiques qui existent pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Le coût global de ce projet en franco-suisse s'élevait à près d'1,4 million d'euros et le FEDER, donc le Fonds européen, a cofinancé la moitié du projet à hauteur de plus de 700 000 euros. Le second projet, donc là on passe sur la frontière franco-italienne, c'est un projet culturel, donc de valorisation de la filière cinématographique transfrontalière, c'est le projet Alp Film Lab. Ce projet
Donc il a été géré conjointement par le Musée national du cinéma de Turin et par le théâtre Banlieue Scène Nationale. Et il est né de la collaboration entre le Torino Film Lab, qui est le laboratoire annuel qui soutient des talents internationaux, et le festival Annecy Cinéma Italien, que je pense les Annéciens connaissent bien, euh, qui est bien sûr le plus important festival français dédié au cinéma italien contemporain. Ce projet, il a pour finalité la valorisation de la filière cinématographique transfrontalière en renforçant la collaboration entre les territoires français et italiens pour diffuser la connaissance autour des opportunités professionnelles offertes par ce secteur cinématographique. Sont notamment prévus la mise en place de parcours de formation transfrontaliers, de la valorisation de coproductions cinématographiques, mais également des outils pour favoriser la mobilité des jeunes professionnels dans ce domaine. C'est vraiment une initiative unique et avant-gardiste dans le domaine de la formation destinée à la création d'une nouvelle génération de professionnels du cinéma. En termes financiers, on est sur un projet qui représente près de 800 000 euros de coût total, et donc le FEDER apporte une enveloppe de près de 700 000 euros sur ce projet. Donc vous voyez que c'est une nouvelle fois des montants conséquents. On passe maintenant dans le social. Je vous parlais tout à l'heure du rôle du département dans le cadre du Fonds social européen avec la gestion d'une subvention globale. Donc, dans le cadre de cette gestion de subvention globale, le département cofinance via le FSE un ensemble d'actions, notamment des chantiers d'insertion comme le chantier d'insertion de Bazar sans frontières qui est basé anciennement à Sénaux et qui est une association qui vise à la réinsertion des personnes éloignées du marché du travail. Et donc grâce au Fonds social européen, cette association perçoit une enveloppe de 90 000 euros, alors en 2020, elle a également perçu en 2019, pour accompagner l'association dans le cadre de ses actions d'insertion. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, donc, le projet Naturopolis, alors l'un d'entre vous l'a cité tout à l'heure dans le sondage, donc ça c'est un projet où je pense aussi que les Annéciens ont vu dans Annecy régulièrement des œuvres d'art qui ont été mises en place dans l'ensemble de la ville, donc soit devant la mairie, soit dans le parc des Jardins de l'Europe, soit vraiment au niveau du paquet. Donc ça, c'est un projet, ça s'inscrit en fait ces œuvres d'art dans le cadre du projet Naturopolis, qui est un projet qui est porté par la ville d'Annecy. Donc je laisserai peut-être les collègues de la ville d'Annecy, s'il y a des questions, approfondir un petit peu le sujet. Mais c'était donc un projet qui était porté par la ville d'Annecy en lien avec la ville de Lausanne et puis en lien avec le théâtre Banlieue Scène Nationale et l'association Lausanne Jardin. Ce projet, il vise à mettre en valeur des espaces naturels dans les villes d'Annecy et de Lausanne qui ont un environnement et un écosystème de paysage assez comparables entre les deux villes, avec la présence notamment des lacs Léman et des lacs d'Annecy. L'objectif, c'est de renforcer l'attrait touristique de ces deux villes par des actions paysagères et artistiques. Et en fait, ce projet s'inscrit dans le cadre de 2 festivals, Lausanne Jardin pour la ville de Lausanne et Annecy Paysage pour la ville d'Annecy. Au total, c'est 26 sites qui ont fait l'objet d'installations d'œuvres artistiques et paysagères, mais il y a également des actions de sensibilisation du gros public au développement urbain durable. Et cette valorisation donc, des espaces naturels, elle permet de renforcer l'attractivité de ces deux villes et d'échanger les savoir-faire, les compétences entre ces deux villes pour mettre en place ce projet. On est sur un coût total de plus de 3 millions d'euros avec une participation du Fonds européen FEDER à plus d'1,5 million. Donc une nouvelle fois, un peu plus de la moitié de ce projet est financé grâce à l'Europe qui apporte des moyens conséquents sur ce projet. Un autre projet aussi que vous connaissez certainement, c'est le projet de rénovation de l'hôtel de ville de Cran-Gevrier. Donc il faut savoir que la commune de Cran-Gevrier souhaitait depuis maintenant de nombreuses années réhabiliter son hôtel de ville qui avait été construit en 1969 et qui était très énergivore. Ils ont décidé donc de faire des travaux entre 2016 et 2018 et l'Union européenne, au titre du FEDER, a participé à hauteur de 50% de ces travaux. Donc c'était des travaux de rénovation énergétique, notamment isolation des murs, de la toiture, rénovation des systèmes de ventilation, création d'une centrale photovoltaïque sur la terrasse. Et l'objectif de cette rénovation, c'était de réduire de 70% les consommations d'énergie et de 90% les émissions de gaz à effet de serre. Donc en but, dans une optique aussi d'apporter des réponses notamment aux questions du réchauffement climatique.
Et puis le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est un projet, donc là on va passer dans le domaine de la recherche et de l'innovation. C'est le projet franco-suisse Aéropac, donc qui était porté par l'Université Savoie-Mont-Blanc côté français. Ça me permettra de faire le lien avec l'intervention qui suit de Laurence. Et puis par la Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture côté suisse et qui a été mise en œuvre en lien avec aussi bien sûr des entreprises privées. C'est un projet donc, qui consiste à développer une technologie qui permet d'augmenter les performances aérodynamiques des véhicules urbains à faible impact carbone. Il a permis notamment de créer une base de données de mesure, utilisée ensuite pour valider des simulations numériques et développer un prototype industriel. Il y a également une invention d'une soufflerie pour drone qui a permis d'expérimenter une nouvelle technologie et de confirmer le positionnement des partenaires impliqués à l'avant-garde mondiale de la conception aérodynamique. Il faut savoir que dans ce projet, un prototype de vélo caréné a été fabriqué en franco-suisse, a été testé notamment dans cette soufflerie, et que le record du monde féminin a pu être battu grâce à ce vélo caréné. Donc c'est plutôt une belle réussite aussi pour ce projet. Donc voilà, en présentant en fait ces 6 projets, l'objectif c'est de montrer que l'Union européenne, elle finance beaucoup de choses dans des thématiques très diverses et variées, et elle permet aussi d'avoir un réel effet levier en incitant notamment les porteurs de projets et les partenaires du territoire, par exemple, à travailler en transfrontalier avec la Suisse, avec l'Italie, pour imaginer des solutions communes. Voilà, vous parlez tout à l'heure du projet Autonomie 2020, qui visait vraiment à apporter des solutions aux questions du maintien à domicile des personnes âgées, par exemple. Alors, je vous propose, si vous le souhaitez, de me poser des questions, que je répondrai avec grand plaisir à vos questions donc, dans le chat. Il y a 2 questions dans le chat. Oui. Alors, donc, pourriez-vous détailler les contreparties demandées par la Commission européenne pour obtenir ces fonds? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau donc, des programmes européens, en fait, je vous parlais des politiques. Chaque politique définit des objectifs. Et ensuite, dans le cadre de ces politiques, sont définis des programmes, des outils financiers. Et chaque programme a aussi des objectifs auxquels il doit répondre. Et donc, en fait, pour obtenir des fonds, un porteur de projet doit s'inscrire dans ces objectifs très clairement. Par exemple, pour la prochaine programmation 2021-2027, l'une des priorités absolues, on va dire, de l'Union européenne, qui s'inscrit dans le cadre du Green Deal, c'est de développer un ensemble de solutions innovantes pour lutter, par exemple, contre le réchauffement climatique. Et donc, dans ce cadre-là, il faut que des projets qui souhaitent obtenir des fonds, donc dans le cadre de la politique environnement ou dans le cadre de la politique de cohésion sur l'axe transition écologique, répondent aux critères qui sont décidés dans le cadre de ces programmes. Après, pour les programmes par exemple transfrontaliers, c'est une obligation aussi d'avoir un partenaire soit en Italie, soit en Suisse en fonction des programmes dans lesquels vous inscrivez, et d'avoir une réelle coopération. Donc il y a tout un ensemble de demandes, de critères à remplir en fait pour pouvoir obtenir ces fonds. Et puis ce qu'il faut savoir aussi sur ces programmes, ces projets, c'est que donc, les porteurs de projets avancent les fonds qui sont ensuite certifiés pour avoir un remboursement de ces fonds européens. Donc je prends la deuxième question. On comprend à travers votre présentation que l'Europe peut intervenir dans des domaines d'action qui ne relèvent pourtant pas de ses compétences santé, notamment comment ça se fait. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, par exemple, je parlais du projet Autonomie normale, se passe dans le cadre de la politique de cohésion, dont l'objectif, c'est vraiment de réduire les inégalités au sein des territoires et de favoriser l'innovation aussi au sein des territoires. Donc, c'est une dynamique très territoriale. Et c'est pour ça que, dans le cadre de la santé notamment, l'Union européenne propose des financements, mais dans cette dynamique vraiment territoriale. Donc, c'est pour ça que sur le projet Autonomie 2020, par exemple, dans une dynamique aussi d'innovation sociétale, le projet a pu être financé par l'Union européenne. Alors je prends aussi donc une question qui suit. Tous les programmes éducation, formation, jeunesse s'adressent uniquement à l'enseignement supérieur, donc non. Les programmes éducation, formation, jeunesse s'adressent vraiment aussi bien aux écoles primaires, aux collèges, aux lycées,
à l'enseignement supérieur. On a aussi aux doctorants, s'il y a des programmes pour les doctorants spécifiques comme les actions Marie Curie qui permettent de la mobilité de doctorants, aux apprentis. Donc il y a vraiment tout le panel, on va dire, de la formation du plus jeune âge qui est visé par ces possibilités de financement dans le cadre d'Erasmus+. Alors, très bien, mais que des mots valises, innovation, transition, on a tous nos propres définitions de ces mots-là. C'est justement ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ces programmes européens, c'est aussi qu'on est sur une Union européenne à 27 membres. Donc on a des thématiques un petit peu clés, phares, hein, qui sont, comme vous dites, des thématiques, peut-être des mots valises ou des thématiques un petit peu transversales. Et c'est aussi à chaque porteur et à chaque pays aussi de s'inscrire dans cette dynamique. Donc après, moi, je vous ai présenté un cadre global. Et c'est vrai qu'après, chaque programme définit plus spécifiquement qu'est-ce qu'il entend derrière innovation, quel type d'innovation il souhaite valoriser et, euh, et vraiment qu'est-ce que c'est l'innovation. Donc ça, après, il faut aller dans le détail de chaque programme aussi pour avoir peut-être une définition plus fine que le cadre un peu général que je vous donne ce soir en termes d'intervention. Alors, je prends la dernière question que je vois apparaître. Donc, est-ce que le département est impliqué aussi dans d'autres programmes, par exemple via Espace Alpin? Donc, en effet, moi, je vous ai parlé des Interreg les plus proches, les transfrontaliers, donc Interreg France-Suisse et Interreg Alcotra France-Italie. Mais il y a d'autres programmes de coopération qui ne sont pas donc transfrontaliers, mais transnationaux, dont le programme Espace Alpin, dont vous mentionnez. Donc, c'est un programme de coopération à l'échelle de l'arc alpin qui vise à créer des projets qui impliquent plusieurs de ces territoires. Donc le département de la Haute-Savoie, il a un rôle aussi d'animation dans le cadre de ces programmes, notamment du programme Espace Alpin. Il peut cofinancer aussi des actions dans ce cadre-là, mais c'est vrai que par exemple sur 2014-2020, il y a eu quelques projets comme le PNR des Bauges, hein, qui a mis en place le projet Alp Foodway, qui était sur les questions alimentaires et agricoles. Mais on a eu assez peu de projets, puisque là on est sur des thématiques aussi, ou en tout cas sur des programmes qui sont un peu plus ambitieux, dont la langue de travail est l'anglais, et qui nécessitent d'avoir des partenariats assez grands et qui ont un taux de réussite, enfin en tout cas de sélection qui est plus compliqué aussi. Donc c'est vrai que on investit un peu moins ces programmes, mais ils sont quand même investis. Donc je vous parlais du PNR des Bauges, c'est aussi des projets de mobilité qui ont été mis en place, de mobilité alpine. Donc c'est des programmes aussi qui sont présents aussi en Haute-Savoie. Merci. Merci beaucoup, Madame Dissart, pour cette présentation très pédagogique et très détaillée et intéressante des projets qui impactent, dans lesquels sont impliqués nos territoires et particulièrement le bassin alsacien. Maintenant, nous allons passer au deuxième intervenant avec Madame Vignolet. Madame Vignolet, vous êtes enseignante-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc et vice-présidente en charge des relations internationales. Vous avez notamment contribué à l'élaboration du projet d'université européenne UNITA Universitas Montium en latin et en bon français Université unie des montagnes, et vous en assurez aujourd'hui le portage aux côtés du président de l'USMB. Cette alliance fédérative originale réunit 6 universités de 5 pays européens de langue romane situées dans des régions pour partie rurales, montagneuses et transfrontalières. Et vous allez nous décrire donc plus en détail les constituants de cette belle alliance qui vise à apporter sa pierre à la construction d'un véritable espace européen de l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur Degène, pour cette présentation tout à fait fidèle. Et merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe de la ville qui permet, pour l'organisation de ce séminaire et qui en permet la tenue. Voilà, donc UNITA Universitas Montium, effectivement, c'est une université européenne. Donc, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Donc, en fait, l'Union européenne a souhaité finalement, au travers de ces appels à projets pour la création de ces universités européennes,
passer à une autre échelle. Donc, on sait tous que Erasmus+ est un des programmes qui a eu le plus grand succès, et donc Émilie a rappelé aussi qu'il est très, très bien doté. Et du coup, simplement qu'il est quand même un petit peu dans une phase où il n'évolue plus beaucoup en termes du nombre de personnes, et donc pas seulement des étudiants, hein, Émilie Dissart l'a rappelé aussi, qui effectuent des mobilités au sein de l'Union européenne. Donc du coup, ils ont proposé ce nouveau programme, et donc nous sommes aujourd'hui, nous faisons partie des 41 alliances qui travaillent à la construction de ces nouveaux objets qui sont ces universités européennes. Et donc, on fait partie des 282 établissements sur plus de 5000. Donc, vous voyez quand même que l'Université Savoie-Mont-Blanc tire son épingle du jeu dans cette histoire-là, et finalement contribue à la construction effectivement de l'espace européen de l'éducation, bénéficie aussi des dernières informations, et vraiment dans cette dynamique qui est très, très soutenue par l'Union européenne. Voilà, donc je pense qu'on peut donc passer à la diapo suivante. Donc, vous voyez que c'est quand même un programme Erasmus+, même si on verra que c'est un programme qui est soutenu maintenant par d'autres types d'outils financiers. Donc, finalement, quand on fait le total du nombre d'étudiants des 6 partenaires, donc je vais rappeler ici, l'université Beira Interior au Portugal, l'université de Saragosse en Espagne, l'université de Pau et des Pays de l'Adour en France aussi, donc l'université Savoie-Mont-Blanc, l'université de Turin et l'université de West Timișoara en Roumanie. Donc 165 000 étudiants, plus de 15 000 personnels et déjà de nombreux doubles diplômes. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons ensemble voulu construire cette alliance et cette université européenne? Eh bien, parce qu'on a pas mal et de nombreux points communs. Donc, nous sommes toutes situées dans des régions principalement rurales, transfrontalières et de montagne. Et puis, un autre aspect qu'on a souhaité exploiter vraiment, c'est que nous parlons tous une langue romane. Et vous allez voir que finalement, cet aspect-là est au cœur de notre projet, de notre université européenne, et que l'on met en avant cette spécificité pour faciliter les échanges et les liens avec nos territoires. Voilà, donc je veux bien que vous passiez à la diapositive suivante. Alors, ces universités européennes, elles sont centrées sur l'étudiant. Ça veut dire que l'étudiant doit pouvoir personnaliser son parcours de formation en choisissant des cours, pas seulement au sein de son université, mais aussi au sein du catalogue de cours de l'ensemble des universités de l'Alliance. On voit aussi que ces universités européennes sont des véritables acteurs du renouveau européen. Ça, c'est une volonté, en disant qu'on doit avoir plus, jouer plus encore notre rôle que nous le faisions par le passé, que ces universités européennes sont au service du développement territorial, et je pense que la ville, en nous invitant à parler de ce projet-là, la ville d'Annecy a bien compris les enjeux autour de cela. Bien sûr, nous, on a mis en plus l'accent sur la diversité linguistique, telle que je vous le disais, mais aussi sur les innovations pédagogiques pour faciliter ces mobilités et cette personnalisation des parcours de formation des étudiants. Donc, je veux bien que vous passiez à la diapositive suivante. Alors, pourquoi ce multilinguisme actif est basé sur les langues romanes? Eh bien, parce que finalement, proposer d'utiliser l'anglais était trop traditionnel, je dirais, ne nous distinguait pas, et puis surtout ne nous permettait pas de promouvoir nos langues en Europe, surtout à un moment où, quand on a déposé le projet, on était en plein Brexit. Donc, du coup, on a réfléchi à comment transformer finalement nos différences en des points forts, et c'est ce que l'on fait. Et cette carte qui illustre ce propos vous montre les zones dans lesquelles se parle une langue romane. Donc, vous voyez que
On a cité ici les principales, hein, parce qu'on n'a pas que le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le roumain, mais on a aussi le catalan, on a aussi d'autres langues romanes. Mais vous voyez que ces langues sont parlées dans de nombreuses zones en, dans le monde. Et en 2050, on sera plus de 2 milliards de locuteurs de langue romane. Et finalement, on va utiliser des méthodes, des outils d'intercompréhension en langue romane, permettant à chacun de parler sa propre langue et d'être compris de l'autre. Ce sont des méthodes qui ont été étudiées par des chercheurs depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, au travers d'UNITA, nous mettons en place des formations pour permettre aux étudiants de se préparer à comprendre les enseignements qui seraient non pas en anglais, mais dans la langue du pays dans lequel ils vont faire cette mobilité. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, donc on va aussi contribuer à ce renouveau européen, tel que je l'ai dit. Donc, promouvoir les valeurs européennes. On sait bien qu'aujourd'hui, rester tout seul dans ce monde où tout est mondialisé, eh bien, ne nous permettrait pas vraiment d'exister. Donc, c'est vraiment promouvoir l'identité européenne, les valeurs positives en fait de ce qu'apporte l'Europe, comme a pu par exemple illustrer Émilie Dissart tout à l'heure au travers de tous ces projets que l'Europe soutient. Donc cette image que je voulais vous présenter et vous commenter montre en bleu les zones en fait qui sont en déclin de population. On a même au travers de la construction de cette université européenne découvert à quel point certaines zones de l'Europe étaient en train de se dépeupler. Donc on voit que l'Espagne en particulier, mais aussi l'Italie, et évidemment même aussi certaines zones en France. Alors bien sûr, nous, on ne fait pas partie de ces zones qui se dépeuplent, au contraire, je dirais même, mais c'est important de considérer que l'Europe doit rester attractive et ces universités européennes, elles sont là aussi pour rendre attractives nos territoires pour nos jeunes et voire même pour des jeunes qui viendraient de pays, en particulier nous, de pays de langue romane. Donc on va faire tout un travail avec nos territoires et vous y serez conviés, invités à participer à ces ateliers que l'on va déployer dans nos territoires, en particulier les territoires ruraux, pour réfléchir avec nous, avec nos enseignants-chercheurs, avec des étudiants spécialistes de ces questions-là, sur finalement l'Europe pour vous. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les valeurs que vous voulez promouvoir au travers de l'Europe? Et l'Université européenne est là aussi pour faire remonter ces questions et ces propositions à l'Europe. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ces forums d'échange dont je vous ai parlé et ces ateliers citoyens vont se mettre en place. On va aussi développer des séminaires en ligne pour transmettre ces concepts, ces notions, ces valeurs, et puis organiser des concours étudiants pour leur faire imaginer finalement l'Europe de demain et ce qu'ils ont envie qu'elle soit. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, donc au travers de cette université européenne et en cohérence avec l'idée même que cette université européenne est au service de ces territoires, on a identifié 3 thématiques et nous sommes en train de construire des réseaux de recherche et d'innovation autour de ces 3 thématiques, donc qui sont le patrimoine culturel, l'économie circulaire et les énergies renouvelables. Ce sont des thématiques qui sont assez larges, hein, puisque derrière le patrimoine culturel, on peut placer le tourisme, on peut placer les langues, on peut placer le patrimoine matériel et immatériel. Mais je peux vous assurer que de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs se sont déjà positionnés sur ces thématiques et commencent à travailler ensemble
pour faire en sorte qu'on puisse partager aussi ces problématiques et faire que des initiatives remarquables qui seraient développées sur certains des territoires puissent bénéficier aux autres. C'est ça aussi l'université européenne, c'est faire gagner entre guillemets du temps à la fois aux universités, aux étudiants et au territoire en bénéficiant des bonnes pratiques des autres territoires de l'Alliance et des autres partenaires de l'Alliance. Je veux bien la diapo suivante. Donc, ces réseaux de recherche vont proposer des écoles thématiques multidisciplinaires. Il faut savoir qu'on veut aussi impliquer dans ces réseaux les acteurs locaux, qui soient privés, publics, mais aussi les citoyens, puisqu'on va avoir dès la prochaine rentrée un lieu où les citoyens pourront côtoyer les étudiants, les enseignants-chercheurs, participer à des événements internationaux autour de ces trois thématiques. Et puis, on est en train aussi d'essayer de mettre en place des réseaux pour l'entrepreneuriat international, comment les jeunes qu'on soutient déjà dans leurs projets de création d'entreprises pourraient tout de suite, dès la conception de leur projet, envisager ce projet à l'international grâce au soutien des partenaires d'UNITA. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Et puis, on va aussi demander au territoire, très rapidement, à la prochaine rentrée, de proposer, on va leur permettre de proposer des stages d'innovation et de recherche pour développer certains projets dans des communes de notre territoire. Donc voilà, on reviendra aussi vers nos collectivités et en particulier la ville d'Annecy, pour que vous puissiez être force de proposition sur ces stages qu'on appelle des stages ruraux. Voilà, donc je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Alors, il est vrai qu'on a une ambition assez élevée qui est de permettre à 50% de nos étudiants d'être mobiles au sein de l'Alliance. Donc, pour cela, on développe plusieurs formes de mobilité. Alors, on a l'habitude de la mobilité physique qui est de 3, 4 mois, voire une année scolaire, académique. Mais là, on propose déjà d'ailleurs de nouvelles formes de mobilité avec des mobilités dites hybrides, c'est-à-dire une première partie à distance et puis des mobilités, des regroupements des étudiants sur des périodes plus courtes. Et puis, tout cela pour essayer d'introduire beaucoup plus de flexibilité, de toucher beaucoup plus d'étudiants, car nous avons bien conscience que tous les étudiants ne peuvent pas partir 5 mois, 6 mois, 1 an, mais par contre, que ça peut être accessible pour eux de partir sur des périodes plus courtes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers beaucoup plus d'inclusion, de permettre à beaucoup plus d'étudiants de pouvoir effectuer ces mobilités. Donc, je veux bien la diapo suivante. Alors, oui, on va aussi, comme je l'ai dit, introduire de nouvelles formes de collaboration, ce qu'on peut appeler, donc ce qui s'appelle le COI, le Collaborative International Online Learning, juste pour cet exemple-là. Ce sont deux enseignants qui construisent un cours et qui après se partagent le cours. Et quand l'enseignant enseigne sa partie, il le fait en présence avec ses étudiants et à distance pour les étudiants de son collègue d'une université de l'Alliance et inversement. Et après, on impose aux étudiants d'avoir des projets ensemble, des groupes de projets internationaux, si bien que même en restant dans sa propre université, l'étudiant peut développer différents types de compétences, d'interculturalité bien sûr, mais aussi des compétences numériques finalement, puisqu'il faut utiliser le numérique pour ce type de dispositif. Voilà, donc développer des programmes intensifs pour des mobilités plus courtes, internationaliser grâce à l'intercompréhension en langue romane. Et puis là, on a vraiment beaucoup de propositions qui émanent de nos enseignants-chercheurs pour être de plus en plus innovants et s'adapter aussi aux envies des étudiants, parce que je peux vous le dire, on a un catalogue de cours maintenant qui a été proposé de cours à distance et on voit bien que les étudiants qui peuvent piocher 1 ou 2 cours pour
avoir des compléments à leur formation à l'Université Savoie-Mont-Blanc sont très, très motivés. Et malgré cette année qu'ils ont passée en partie à distance, eh bien, on voit que ça ne leur fait pas peur et ils sont prêts parce que ça les intéresse d'internationaliser leur parcours. Ils ont compris que ces compétences d'interculturalité, d'international, d'adaptation finalement à des contextes internationaux, ces compétences sont importantes pour leur employabilité. Je veux bien la diapo suivante. Merci beaucoup. Il y a peut-être quelques questions sur le chat. Donc, on a mis en place cette Unita Office là, donc n'hésitez pas vous voyez apparaître la petite adresse. Donc, alors, quelles sont les valeurs européennes que l'on défend à travers ce projet? Donc, clairement, ce sont des valeurs d'ouverture, hein, et des valeurs d'intégration, mais ce sont aussi les valeurs qui seront portées par les citoyens quand ils vont participer à ces ateliers que l'on propose. Donc, quels sont le concept de territoire où l'Europe est en déclin? Donc, c'est vraiment le déclin démographique que j'ai mis en avant. Donc, c'est vraiment le concept déclin démographique de ces territoires. Alors, à quel niveau? Alors, ça concerne tous les niveaux. La licence, le master, le doctorat. Pour les formations doctorales, nous sommes en train d'échanger sur les différents dispositifs et les différents… Comment se passe finalement un doctorat dans les différents pays, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de faire. Les formations doctorales ne sont pas imposées dans certains pays, alors que nous, on sait que nos doctorants doivent suivre 120 heures de formation doctorale. Voilà. Donc, on va vraiment échanger sur comment ça se passe dans chacun de nos pays pour pouvoir collaborer, par exemple au niveau doctoral. Mais on va aussi essayer de construire des formations internationales, par exemple sur le modèle de ce très beau diplôme que l'on a et qui est porté par l'IAE de Annecy-Chambéry, l'Université Savoie-Mont-Blanc, The European Master in Business Study, où les étudiants passent un semestre dans chacune des universités de ce projet-là. Et bien, nous, on va essayer aussi de développer ce type de formation. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, déjà, je voulais remercier Madame Vignolet pour l'intérêt de cette intervention vraiment passionnante sur ce prototype d'université européenne et qui, en même temps, à la fois regarde vers le futur, mais aussi prend en compte tout notre héritage culturel latin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très original et très nouveau. Avec aussi ce souci, on l'a dit, d'inclusion pour les étudiants, ce souci de mettre en œuvre des réseaux de recherche qui vont faire gagner du temps à la fois aux universités et aux territoires, donc avoir une proposition de formation qui n'est absolument pas hors sol, mais au contraire qui a pour but de contribuer quelque part à la fois à l'épanouissement des diplômés, mais aussi au développement des territoires dans lesquels, en tant que professionnels, ensuite, ils vont devoir œuvrer. Donc, merci beaucoup, Madame Vignolet. Nous allons maintenant finir et clore en beauté ce webinaire en parlant environnement. On sait combien l'espace montagnard est fragile et à ce titre, il mérite une protection particulière et un intérêt spécial de l'Europe à participer à cette œuvre de sauvegarde. C'est la raison d'être d'Aster, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, dont vous êtes, Monsieur Schwerer, le directeur. Votre conservatoire est l'un des 6 CEN de la région AURA, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une association d'intérêt public qui a reçu délégation de l'État pour gérer, entre autres, les réserves naturelles.
Si je regarde les chiffres de votre budget de 2019, un tiers de vos ressources proviennent en effet de l'État, un peu moins de 30% des collectivités locales, départements, communes et intercommunalités et régions, qui sont vos partenaires naturels, et aussi ce qui nous intéresse ce soir, 12% de ressources en provenance de l'Union européenne. Alors, Grand Lac alpin, rando nature, biodiversité animale, éducation, développement durable, vos actions qui s'inscrivent dans la politique environnementale de l'Europe sont multiples et vous allez nous en détailler les tenants et les aboutissants. Merci, bonsoir à tous. Merci à la ville d'Annecy de nous avoir associés à cet événement. Souligner que la biodiversité n'a pas de frontières et tout naturellement, traiter d'environnement s'inscrit très rapidement dans des projets qui se situent à l'échelle transfrontalière ou à l'échelle des Alpes, y compris à l'échelle de la macro-région alpine. Donc, pour nous, notre action, elle est d'une part liée au fait que notre conservatoire d'espaces naturels, si nous avons des actions qui ont une dimension territoriale, locale, en lien notamment avec l'action forte que porte le département de la Haute-Savoie concernant sa politique espace naturel sensible dans lequel nous sommes impliqués. On a également une dimension d'être acteur d'une implication dans le réseau des espaces protégés de l'arc alpin, et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient notamment, comme cela a pu être évoqué, en tant que gestionnaire pour le compte de l'État des 9 réserves naturelles nationales. Pour ce qui est de notre implication, on peut prendre la diapositive suivante. On a une implication qui s'inscrit autour de 3 axes thématiques. Le volet valorisation et préservation des patrimoines, l'axe biodiversité et connectivité écologique, et également l'axe éducation et développement durable dans les Alpes. Et à travers les quelques exemples que je vais vous présenter, quelquefois on est à l'échelle plutôt très locale, qui peut être un espace valléen qui bénéficie d'aide de l'Europe dans le cadre de la politique massive des Alpes, ou à l'échelle de projets qui peuvent être à des dimensions plus larges, soit les Alpes françaises, qui peuvent nous emmener des Alpes du Nord aux Alpes du Sud, ou sur des projets transfrontaliers franco-suisses, ou à une échelle plus large, macro-régionale, qui illustre là bien ce qu'évoquait notre collègue du département sur la diversité des approches possibles à travers l'aide européenne. Je vais peut-être commencer par évoquer la thématique valorisation et préservation des patrimoines, donc en prenant pour exemple le projet Grand Lac, donc en passant à la diapositive suivante. Ce projet Grand Lac est un projet qui est terminé depuis 2019, mais qui portait sur les 5 grands lacs alpins. Ça nous a mené de Léman, Annecy, Bourget, Serre-Ponçon, Sainte-Croix-du-Vernon, où là, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie était chargé de la mise en œuvre de ces actions sur les lacs de Haute-Savoie, Annecy, Léman. C'est un projet dans lequel on avait 5 partenaires, et notamment dans ces 5 partenaires, les 3 conservatoires d'espaces naturels, Savoie, Haute-Savoie, le conservatoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également le conservatoire du littoral, et puis le syndicat mixte de Serre-Ponçon qui intervient pour la gestion du lac de Serre-Ponçon. Et sur le volet concernant la thématique touristique, l'association Grande Traversée des Alpes. Il est vrai qu'il y avait dans ce projet 2 axes opérationnels. On peut du coup passer à la diapositive suivante. Un axe qui concernait l'attractivité touristique du patrimoine naturel et paysager. Dans ce cadre-là, l'enjeu, c'était de renforcer la coopération entre gestionnaires d'espaces naturels lacustres et acteurs du tourisme, d'identifier et de porter à connaissance les principaux enjeux paysagers, de sensibiliser les publics à travers la valorisation du patrimoine bâti et l'interprétation et l'animation, mais aussi de structurer une offre touristique interrégionale sur le thème du patrimoine naturel et des Grands Lacs. L'autre axe stratégique concernait la préservation des espèces, des milieux et des continuités et paysages. Là, on était sur des axes très concrets de gestion, de restauration d'espaces naturels remarquables, de développement et d'harmonisation de méthodes et de protocoles et de suivi, mais aussi d'étudier et de préserver les espèces patrimoniales ou menacées
avec un enjeu qui était de capitaliser les expériences de gestion à l'échelle de ces 5 grands lacs alpins. En finalité du projet, on a bien eu des éléments concrets qui ont pu se concrétiser sur l'amélioration de la qualité de l'accueil du public, le développement et la contribution des patrimoines naturels, paysagers et culturels, et de renforcer la préservation et la cohérence des paysages. Autre volet d'action sur cette thématique liée à l'attractivité touristique, c'est un exemple concret qui concerne la réalisation, dans le cadre d'un projet espace valléen, de l'outil rando nature. Donc là, on se situe à une échelle plus locale. On peut du coup aller vers présenter la diapositive suivante, donc, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet espace valléen. Donc, ce projet, qui est piloté par le conservatoire, a permis de créer des interfaces accessibles à tous sur ordinateur, smartphone, tablette, pour préparer et enrichir la randonnée en Haute-Savoie. Et pour le moment, cette appli, elle est effective dans les réserves naturelles nationales de Pacy et des Contamines, mais demain, ce sera également le cas pour les 2 réserves naturelles lacustres, que ce soit Roc de Cher ou Bout du Lac, et avec un souhait de développer cet outil en dehors d'espaces protégés pour vraiment avoir un support de découverte, mais aussi d'information du public à travers cet outil interactif accessible à tous. Autre entrée, c'est l'entrée biodiversité et connectivité écologique. Et là, un exemple concret, c'est ce projet franco-italien qui est en cours, du moins qui s'est terminé là en tout début d'année, autour d'une opération liée au bouquetin. Donc si on poursuit, si on prend la diapositive suivante, on voit bien que là, l'échelle retenue, si on prend comme support la diapositive suivante, c'était bien de se dire on est à quelle bonne échelle pour traiter cette question liée à une espèce patrimoniale. On voit bien que le domaine vital qui a été bien identifié, c'est qu'il faut bien qu'on s'inscrive sur une échelle qui est du Léman à la Méditerranée, qui a permis de mobiliser plus de 8 partenaires. Donc en France, le chef de file de ce projet, c'est le Parc national des Écrins. On a également le Parc national de la Vanoise, le Parc national du Mercantour. Et puis, parce qu'on intervient comme gestionnaire pour le compte de l'État des 9 réserves naturelles qui couvrent 22 000 hectares au niveau de la Haute-Savoie et tout particulièrement dans le territoire du Mont-Blanc, également le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. On l'a mis en lien avec nos collègues italiens, avec notamment le Parc national du Grand Paradis, des établissements gestionnaires des Alpes côtiennes ou des Alpes-Maritimes, et puis la région autonome de la vallée d'Aoste. Ce projet, et on peut aller à la diapositive suivante, avait comme objectif général une meilleure gestion conservatoire durable de l'espèce bouquetin pour limiter au mieux sa vulnérabilité face aux menaces qui pèsent sur elle, avec une entrée sur des questions d'amélioration de la connaissance, des éléments sur ses déplacements, mais également sur sa diversité génétique et un élément important, son suivi sanitaire. Donc ce programme, il a permis de mieux comprendre la biologie et les facteurs de fluctuation de cette espèce, en améliorant donc les connaissances de déplacement avec cette notion de corridor écologique, de trame verte qui a été prise en compte, la diversité génétique, comme j'ai déjà pu l'évoquer, mais aussi d'identifier les menaces potentielles et aussi de proposer de mettre en œuvre des modalités innovantes de gestion et de suivi de ces populations, répondant à la typologie des contextes locaux. Ingénierie, outils, poursuite de collaboration ont bien lieu, même si ce projet n'est plus effectif à travers des fonds européens depuis fin 2020. Il a aussi permis de capitaliser, de mettre en commun des outils pédagogiques et de communication. Ça me permet d'aller vers la diapositive suivante sur des interventions qui peuvent aussi bien concerner les milieux scolaires avec la réalisation d'une mail pédagogique, des conférences pour le public, des chaînes YouTube qui ont été portées par le Parc national du Mercantour, mais également des dessins animés à destination du grand public, également des expositions itinérantes. Et à l'occasion sur ce mois d'Europe, l'exposition qui a été réalisée l'an dernier a pu être mise en vitrine, en valorisation à la mairie d'Anne-Sylvieux. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est encore possible jusqu'au 31 mai à la mairie d'Anne-Sylvieux, donc justement pour valoriser cette action. D'outils pédagogiques et de communication sur le domaine de la connaissance et de la connectivité écologique, très naturellement, il y a ce côté valorisation, et on a sur le dernier axe de notre action la thématique éducation et développement durable.
Et je me permets d'aller là sur la diapositive suivante, avec là un exemple concret, c'est, on est sous une autre forme de collaboration qui peut se faire dans le cadre d'un contexte européen, à l'échelle des Alpes du Nord d'Autriche à Monaco. Maintenant, depuis plus de 7 ans, chaque année, les espaces protégés, les sites naturels alpins et des Carpates permettent à des jeunes d'aller à la découverte de la nature en partageant une expérience physique, humaine, culturelle et artistique en montagne. Et cette année, la 7e édition est prévue le 8 juillet avec comme thématique local food. Et je pense que l'intérêt aussi, c'est que demain, on puisse aussi avoir ce genre d'initiative, pourquoi pas au niveau du bassin ancien, pour valoriser ce genre de démarche qui permet de refaire et de poursuivre ce lien entre jeunesse et montagne. Toute cette présentation qui était un peu riche et variée souligne la dimension d'une coopération, d'une identité européenne qui est forgée au niveau des Alpes, avec comme socle un réseau d'espaces protégés et qui nous permet à nous, conservateurs d'espaces naturels, d'avoir presque maintenant chaque année 6 projets européens qui sont actifs, mobilisés, et qui nous permettent d'être dans l'opérationnel concret, dans des coopérations franco-suisses, franco-italiennes, espace valléen, à l'échelle des Alpes françaises, mais aussi à l'échelle de la macro-région alpine, et dans lequel on bénéficie aussi de l'expertise et du soutien du conseil départemental de la Haute-Savoie. Voilà pour cette petite présentation de ce qui est notre action dans le domaine environnemental, et je veux bien répondre à quelques questions. Donc, on a une question de Quentin Champozac là, sur est-ce que vous pouvez donner une anecdote de ce que vous avez pu apprendre de vos partenaires européens et que vous avez pu reproduire ici en Haute-Savoie? Déjà, dans ce qu'on a pu apprendre, moi, je vais prendre l'exemple du bouquetin, tout ce qui a été capitalisation d'ingénierie sur des questions d'analyse ADN du code génétique du bouquetin, c'est nos collègues du Grand Paradis qui nous ont apporté pas mal d'éléments de connaissances, y compris aussi sur des éléments d'échange d'expériences sur des questions tout simplement très concrètes de difficultés techniques sur le terrain, sur quelquefois comment accéder à un site, comment derrière capturer ces espèces, capturer les bouquetins, ou alors tout simplement aussi comment on a pu capitaliser des outils pédagogiques qui étaient déjà existantes et qui, juste en permettant leur traduction en langue française, nous permettent d'avoir facilement des supports communs. Merci. Après, il y a 2 autres questions, mais c'est peut-être plus Monsieur Degène qui souhaitera intervenir pour répondre. Donc, merci pour la présentation de tous ces beaux projets, mais comment se fait-il qu'on n'en entende jamais parler? Jean-François. Qu'on n'en entende jamais parler, on en entend parler ce mois-ci au travers de la programmation d'Annecy Fête l'Europe. Il n'y a qu'à voir tout ce qui a été mis en œuvre, notamment par, alors je ne sais pas quel est l'âge de la personne qui pose les questions, mais le bureau d'information jeunesse en particulier s'est beaucoup démené pour donner la parole aux jeunes Européens de villes partenaires, aux jeunes Européens qui sont actuellement en immersion en France grâce à l'aide au soutien et l'accompagnement de l'association American Field Service. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. On a parlé de Naturapolis tout à l'heure. Je pense que tout le monde a vu depuis plusieurs années ce qu'est Annecy Paysage, ce que sont ces œuvres d'artistes éphémères qui sont visibles au Jardin de l'Europe et dans d'autres sites annéciens. Voilà un élément de présence européenne, je veux dire quotidienne, que nous croisons tous les jours dans Annecy. Oui. Si je me permets de compléter, c'est vrai que souvent, il y a des choses qu'on voit, mais on ne les conscientise pas au titre de contribution européenne. Et c'est bien effectivement l'objet de ces webinaires, c'est
de démocratiser puis de sensibiliser sur ce qui est fait sur le territoire. Et il y avait une deuxième question, de savoir s'il y avait une définition annécienne de ce qu'était l'innovation. Est-ce qu'il y a une réponse qui peut être apportée? Est-ce qu'il y a une définition annécienne de l'innovation? Je ne savais pas que Annecy avait une compétence spéciale pour définir l'innovation, mais l'innovation, alors est-ce que la question a rapport à l'innovation pédagogique, culturelle? En fait, c'était en référence à l'intervention de Madame Dissart, où on comprenait la croisée des concepts d'innovation, mais est-ce qu'il y avait une définition annécienne de l'innovation? Donc, a priori, non, il n'y a pas une définition en tant que telle annécienne de l'innovation. Non, il n'y a pas de définition annécienne de l'innovation. Et une nouvelle question donc pour Monsieur Schorer. Donc, est-ce qu'à l'inverse vous avez pu apprendre de l'expérience des autres, mais est-ce que donc vous-même vous avez pu enseigner à vos partenaires étrangers des techniques, justement cet échange de pratiques professionnelles s'est fait dans les deux sens, et qu'est-ce que vous avez pu apporter à vos partenaires? Alors, il y a bien eu la démarche. On a bien eu des compétences qu'on a pu transférer, des transferts d'outils. Alors, pour être très concret, il y a un premier élément qu'on transfère, c'est une collecte de données homogènes qu'on partage déjà. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir pu traiter sur le même cadre méthodologique des données et de pouvoir les mutualiser à la bonne échelle pour le suivi d'une espèce et de son déplacement était un élément de contribution. Le deuxième élément, ça pour l'exemple du bouquetin, maintenant sur d'autres programmes, il y a quelquefois des compétences. Nous, par exemple, actuellement, on a un reprogramme qui s'inscrit sur la question du changement climatique et comment intégrer dans la planification de notre gestion la question d'une gestion adaptative à cette question du changement climatique sur nos espaces naturels. On est là dans une démarche dans le cadre d'un projet LIFE. Donc, c'est un autre outil européen qui peut être mobilisé. Et dans ce cadre-là, on capitalise sur de l'expertise, de la méthodologie qu'on mutualise du coup aussi à travers ce réseau d'espaces protégés pour que derrière ce qu'on expérimente nous, par exemple actuellement, et ça a été le cas pendant ces 2 dernières années au niveau de la réserve naturelle de Sixte-Passy, on puisse la mettre en apport, en expertise et en compétences aux autres espaces gestionnaires d'espaces protégés au niveau national, mais également dans le réseau des espaces protégés alpins que je citais et que je présentais à travers ma diapo introductive. Si je puis intervenir, le meilleur exemple, moi j'ai eu l'occasion de voir l'exposition sur le bouquetin des Alpes à la mairie déléguée d'Annecy-le-Vieux, exposition, je dirais, très remarquable, et pour relayer ce qu'a dit M. Schwerer, je vous incite très très vivement à aller la voir si vous vous intéressez à la biologie animale. Elle est donc visible jusqu'au 31 mai, jusqu'au lundi 31, dans cette mairie. Elle met vraiment en œuvre de façon très explicite les échanges d'expériences possibles au niveau scientifique entre les différents partenaires qui étaient partie prenante de ce programme. Et c'est vraiment très remarquable de ce point de vue-là. Je crois que Jean-François, tu peux conclure. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si éventuellement il y a une question. Il nous reste peut-être 5 minutes encore. Si éventuellement il y avait d'autres questions sur le chat qui pouvaient concerner les 2 interventions précédentes, éventuellement, on peut peut-être encore y répondre s'il y a des attentes et des frustrations à ce niveau-là. Là, pour l'instant, on n'a pas de questions directement sur les interventions. Il n'y a pas de questions directement sur les interventions. À moins peut-être aussi que si éventuellement Madame Dissart et Madame Vignolet veulent ajouter un mot sur un point qu'elles n'ont pas pu développer, ça peut être aussi une opportunité peut-être. Madame Dissart ou Madame Vignolet.
S'il y a un point sur lequel vous vouliez insister. Compléter par rapport à la question qui a été posée sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément connaissance des projets européens. C'est vrai que la Commission européenne, elle a conscience que la visibilité du soutien de l'Union européenne sur les projets, elle est quand même assez faible et c'est pour ça que de programme en programme, elle met des obligations de communication de plus en plus importantes pour faire en sorte que justement les citoyens puissent se rendre compte que quand, par exemple, la prochaine fois que vous irez voir une œuvre de Naturopolis en vous promenant, vous verrez, vous avez le petit logo qui est bien affiché, qui indique que ce projet est financé dans le cadre de l'Europe. Vous avez peut-être vu aussi sur les bus d'Annecy, pendant un moment, vous aviez une publicité pour un projet qui était porté par Savoie-Mont-Blanc Tourisme sur les produits locaux, tourisme et consommation locale, donc qui permettent aussi de montrer aussi que l'Europe cofinance ces projets. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés qui est mise en avant, c'est le manque de visibilité aussi de l'appui de l'Europe sur les territoires, puisque comme les trois interventions l'ont montré, il y a beaucoup de choses qui se font et dans des thématiques vraiment diverses et variées. Et c'est important qu'il y ait aussi des séances comme ce soir pour pouvoir communiquer, expliquer et montrer le soutien de l'Europe au quotidien. Alors, si je peux ajouter, Madame Dissart, donc dans le cadre du sillon alpin, se met en place actuellement une collaboration entre Grenoble, Chambéry et Annecy. J'ai parlé dans mon introduction du label Europe Direct. Donc, Annecy rejoint ce label Europe Direct. Europe Direct, c'est un réseau de centres d'information sur l'Europe qui sont disséminés sur tout le territoire. Et donc, il y a une volonté très affirmée à travers cette participation d'Annecy à ce réseau, justement de développer l'information européenne, y compris à Annecy, à travers les lieux où c'est possible. Je pense notamment au bureau d'information jeunesse, parce que là, il y a une grosse demande des jeunes en termes de mobilité et ils peuvent trouver au BIGE beaucoup de documentation à ce sujet, y compris des réponses à leurs questions. Donc ça, c'est un premier point. Puis le second point, c'est évidemment de développer un certain nombre d'événements tels que ce webinaire où on peut rentrer un petit peu dans le détail technique des programmes européens. Donc, s'il me revient de conclure, je voulais vous remercier tous les trois pour vos interventions à la fois très pédagogiques, très claires, très détaillées. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses ce soir. Je crois que ça appelle des revenez-y peut-être. Et donc, merci encore pour votre apport qui va peut-être nous permettre de rapprocher un peu plus notre territoire alsacien de l'Europe, s'il tentait qu'il en était éloigné. Et donc, j'espère prochainement vous revoir à Annecy pour d'autres événements de ce type. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Ouais.